La première fois que nous sommes venus tourner à Détroit pour Arte, nous avons vu la même chose du hublot. Une immense ville plate avec une poignée de gratte-ciel. C'était en 1998 et à nos yeux, ces gratte-ciel de downtown, c'étaient les symboles du capitalisme américain triomphant. Détroit était le siège des plus grandes entreprises de l'époque, les industries automobiles. Et nous voulions savoir comment les ouvriers et les syndicats défendaient leurs droits face aux patrons américains, sûrs de leur force. Mais nos images de l'époque montraient aussi les signes de faiblesse. 10 ans plus tard, les constructeurs automobiles étaient au bord de la faillite, la ville dévastée par la crise des subprimes. Détroit, c'était fini, une ville fantôme. Mais depuis peu, une nouvelle musique est arrivée à nos oreilles. Détroit est de retour. L'économie est en plein boom, l'argent revient, tout le monde veut s'y installer. Vraiment? C'est aussi simple que ça? Alors nous aussi, nous sommes de retour. D'abord là où notre histoire avec la ville a commencé, dans ce bar du centre, qui était il y a 20 ans le QG des grévistes du Detroit News and Free Press, dont Sean était un des leaders. Le groupe de presse avait essayé de se débarrasser des syndicats et des conventions collectives. La grève a duré 6 ans, les journaux ont reculé, Sean a changé de boulot. Personne n'a gagné, tout le monde en est sorti appauvri. Comme un avant-goût de ce qui allait arriver à la ville. Depuis 1998, beaucoup de choses se sont passées ici. La ville a été en faillite. À la suite de la crise immobilière de 2008, les maisons et des quartiers entiers ont perdu de leur valeur. L'impôt ne rentrait pas. Il y a eu un administrateur d'urgence. Mais les habitants de Détroit sont résilients. Ils continuent à avancer et aujourd'hui, il y a une vraie renaissance. Ça ne fait aucun doute. Ici, c'est l'ancien bâtiment du Detroit News. J'ai été viré pour m'être assis sur ces marches, là, sur le trottoir. C'est différent aujourd'hui. Je ne sais pas ce que font les entreprises qui sont dedans maintenant, mais je vois qu'il y a des jeunes qui y travaillent. Ils essaient de préserver l'histoire de ce que ce lieu représente, le journalisme à Détroit, en conservant les éléments de la façade et en baptisant ce restaurant la salle de presse. Ça montre bien les changements qui ont eu lieu. Quand ils ont été construits à la fin des années 80, ces appartements coûtaient 170 000 $. Avec la récession, le prix des maisons s'est effondré. Ça ne valait pas plus de 70 000. Aujourd'hui, c'est difficile d'en trouver en dessous de 350 000 $. Et ça, c'est le nouveau stade de hockey qui a été inauguré en 2017. Il sert aussi pour des concerts. C'est un projet qui a coûté 850 millions de dollars, avec des fonds publics apportés par la ville de Détroit et des fonds privés de la famille Ilitch. Ça a donné du boulot à des gens de Détroit pendant la construction, et ça, c'est positif. Motor City a le sens du spectacle, c'est sûr. Pour mettre en scène son renouveau, l'ex-capitale de la voiture a choisi un tramway. Appelé la ligne Q, il a été inauguré en mai 2017. Certes, il est le plus souvent vide. Certes, il ne fait que 5,3 km de long dans une ville de 370 km². Certes, il n'a que 12 stations, uniquement dans le centre. Mais, et c'est le plus important, il dessert les fiefs de ses principaux financeurs privés, les milliardaires qui ont investi Détroit depuis la crise. Now arriving at Montcalm Street, brought to you by Ilitch Companies. Please exit to the right. La famille Ilitch, les rois de la pizza rapide et de l'industrie du spectacle, promoteurs du nouveau stade de hockey. Et Dan Gilbert, le champion de l'immobilier, de la construction jusqu'au crédit, principal employeur de la ville avec ses 17 000 salariés. Now arriving at Congress Street.
Brought to you by Quicken Loans. Please exit to the left. Tout d'abord, bienvenue à Quicken Loans. Je m'appelle Bruce Schwartz. Je suis l'ambassadeur de Détroit pour le groupe. Je travaille pour lui depuis 25 ans. Ici, c'est notre siège. C'est ici que Dan Gilbert a ses bureaux. Et c'est ici que beaucoup de choses de la ville se passent. Salut les gars, ça va? Elles sont cool tes pompes. Bon, alors nous voilà au bureau qui vend les prêts immobiliers. Emprunter de l'argent, ça peut être vraiment stressant. Donc nous, notre but, c'est de rendre ça fun, de rendre ça facile, amical, que ce soit une super expérience pour nos clients. Il y a 10 ans, il y a eu une crise du crédit immobilier. Nous avons eu la chance de pouvoir la surmonter, de gagner des parts de marché et de continuer à grossir. Quicken Loans reste la vache à lait du groupe. Nous avons développé énormément de projets immobiliers dans cette zone. Il y avait beaucoup de bâtiments inoccupés et en 2010, nous y avons vu l'occasion de déménager l'ensemble du personnel qui travaillait alors en banlieue à l'intérieur de la ville. Nous sommes dans ce bâtiment à côté de ce parc et tout ce que vous voyez avec un toit orange est à nous. Woodward, qui est l'avenue principale, est ici. Et vous voyez la densité. Presque tout ce qui est sur Woodward nous appartient. Et il y a 6 semaines, nous avons commencé à bâtir les fondations de ce qui sera le plus grand gratte-ciel du Michigan. Ça, c'est Campus Martius, c'est un parc historique. La statue que vous voyez au bout est là depuis 150 ans. Le parc et la place à côté appartiennent à la ville, mais c'est nous qui les finançons. Dan Gilbert a déjà investi 2,5 milliards dans la ville. Il y a un programme en cours pour 2,1 milliards de plus. Et il y a encore 2 milliards de projets derrière, donc ce n'est que le début. Wow, you come over here? How are you? Great, and you? Nice to see you. The goal is to create jobs and help the city. Le but, c'est de créer de l'emploi, d'aider la ville, d'innover et de faire ça bien pour les entrepreneurs, les écoles, faire du mieux qu'on peut pour aider. C'est... Comme on dit déjà, ce n'est pas pour le profit. Non, non, c'est pour plus que le profit. Le retour de Détroit, c'est avant tout le retour de Downtown. En journée, le centre-ville est plein d'employés des entreprises de Dan Gilbert, des jeunes blancs pour l'essentiel. Pour la première fois depuis des décennies, Détroit gagne des habitants venus des banlieues ou d'autres villes du pays. Des jeunes créatifs, petits entrepreneurs de nouvelles technologies, hipsters, ont ouvert la voie au début des années 2010. Acheter ici, ça ne coûtait rien. Mais Downtown fait-il encore partie de Détroit? Deux groupes privés le possèdent désormais presque entièrement et y imposent leurs lois et leurs intérêts, jusqu'à en assurer en partie la sécurité. À cause de la crise, la ville n'était plus en mesure de financer les services publics. En 2013, elle a même été déclarée en faillite et placée pendant 2 ans sous le contrôle d'un administrateur nommé par l'État du Michigan. L'arrivée de ces milliardaires, attirés à coup d'exemption fiscale, a été vécue comme une bénédiction par l'équivalent local de la Chambre de commerce. Bien sûr qu'ils ont spéculé sur les prix. Nous sommes en Amérique. On achète quand c'est pas cher. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Si les prix n'avaient pas été aussi bas, Dan Gilbert n'aurait pas acheté plus de 100 immeubles. Maintenant, les prix ont commencé à augmenter. Downtown est de plus en plus recherché. Et les premiers arrivés, les jeunes cool, les artistes n'ont plus les moyens d'y vivre. Maintenant, ils vont dans les quartiers qui sont comme était Downtown il y a 20 ans. Ils fertilisent de nouveaux sols et le cycle peut se répéter. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un phénomène de gentrification à Détroit, jusqu'à maintenant. Parce que si vous pensez aux quartiers que vous connaissez, pour être déjà venu ici, comme Corkton,
ou une partie de Midtown, c'était des quartiers en grande partie vides. Et moi, ce que je vois, c'est que des investissements arrivent dans ces endroits où il n'y en a pas eu depuis longtemps. Et c'est difficile d'être contre ça. En sortant de Downtown, on rentre dans Midtown. Mais à Détroit, tout le monde se rappelle de l'ancien nom de ce quartier, Cass Corridor. Joel Landy s'y est installé il y a 40 ans. C'était un coin dangereux où se croisaient prostituées, junkies, vétérans rentrés fous du Vietnam, artistes et étudiants fauchés. Joel a commencé à acheter les plus vieilles maisons et à les retaper pour les louer. Combien de maisons avez-vous maintenant? Je possède 50 parcelles, sur lesquelles il y a 17 bâtiments. Et le reste, ce sont des parcelles vides pour des parkings ou de futures constructions. C'était un quartier de transit, où les immigrants arrivaient et cherchaient du boulot dans les usines. Mais à un moment, sont venus des gens avec des problèmes mentaux, des problèmes de drogue, des gens avec beaucoup de besoins, et on les a concentrés ici comme dans un camp, pour qu'ils n'aillent pas déranger les gens ailleurs. On dit beaucoup de mal de la gentrification, mais ici, il fallait subventionner les riches. On nous a critiqués. On ne va pas subventionner les riches, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Je possède un quartier entier, mais je ne peux pas payer tout seul pour tous ces gens. J'ai besoin que d'autres personnes qui sont productives vivent près de chez moi. La construction d'un stade à 800 millions de dollars juste à côté a un grand impact. Alors c'est vrai que ça fait 1 millier de gens qui pissent sur ma pelouse, mais ça fait aussi 1 millier d'autres qui mangent dans les restaurants et qui vont dans les magasins. Ce développement, c'est la meilleure nouvelle pour la ville. Il y a 10 ans, le monde entier attendait juste que Détroit soit rayé de la surface de la Terre. Et c'était possible. C'était la capitale du crime. Mais si Détroit peut faire ça, peut-être que même la France le peut. À 100 mètres à peine des propriétés de Joel, à l'ombre du stade de hockey, 2 dimanches par mois, le jardin public de Cass Park se remplit des oubliés du Nouveau-Détroit, car Midtown n'a jamais été déserté par ses habitants. Depuis 7 ans, Jim Rehberg, ouvrier syndiqué, y organise une soupe populaire qui attire des centaines de personnes. C'est Barbara qui nous a amenés ici. Barbara est une de nos plus vieilles amies à Détroit. Nous l'avions rencontrée avec Bob, son mari, retraité de Ford, lors de notre 2e tournage dans la ville. C'était en 2004, avant la crise, et ces 2 militants de gauche nous avaient dit tout le mal qu'ils pensaient de George Bush. Pour eux, on ne pourrait jamais faire pire président dans l'histoire des États-Unis. Je suis plus pessimiste que jamais depuis que Donald fucking Trump est président de ce pays. Pardon. Les seuls boulots qui ont été apportés à Détroit sont soit ceux pour Quicken Loans, soit les jobs dans les restaurants. Il y a des tas de boulots de serveurs, de cuistots à la chaîne, mais ce sont des boulots non qualifiés. Les salaires sont maintenus artificiellement bas. On ne fait que se battre pour faire circuler le même dollar. Inlassable combattante, Barbara fait partie, entre 1000 autres activités, des bénévoles du groupe d'aide aux invisibles de Cass Corridor. Tu vois le jardin qui est derrière le centre de désintoxication? Ces 5 dernières semaines, il y a eu 43 interventions d'ambulances, de pompiers. Ça fait 3 fois qu'ils essayent de nettoyer le bâtiment. Mais où vont aller tous ces gens? Je ne sais pas moi-même où je vais aller. Ça fait 29 ans que je suis là. J'ai repéré un garage vers là-bas l'autre jour. Je ne sais pas.
Il y avait beaucoup d'organismes dans le coin qui s'occupaient de leur trouver des logements ou des places dans les hôpitaux s'ils en avaient besoin. Beaucoup de pauvres étaient ici, surtout des Africains américains. Maintenant, les loyers augmentent, ils ne peuvent plus se permettre de vivre ici. Malheureusement, ils les repoussent de plus en plus loin des services qui leur sont nécessaires, alors moi j'essaye d'être là avec eux. Ceux qui ont perdu leur maison lors de la grande crise il y a 10 ans n'ont rien retrouvé. Mais ceux qui étaient impliqués dans cette crise se mettent à acheter toute la ville. Ce parc a été donné à la ville il y a plus d'1 siècle et il est censé rester un parc à jamais. On verra ce qui se passe avec l'entreprise qui gère le stade. Ils voudraient bien mettre la main sur le parc. Ils voudraient tout ce quartier pour y imposer leur vision de gens bien portants, marchant tout autour, allant dans leur stade, mangeant dans leur restaurant. Généralement, l'argent gagne, mais en même temps, on est là. Ce que nous pouvons faire, c'est nous battre pour qu'ils ne s'étendent pas plus loin. S'éloigner du centre de quelques kilomètres, aller un peu plus loin, là où se trouve le cœur battant de la ville, les survivants de l'effondrement, c'est ce que nous avions enfin fait lors de notre dernier tournage ici. C'était en 2010, la crise des subprimes s'était passée par là et Détroit était dévasté par les saisies immobilières et le chômage. Comme la Nouvelle-Orléans après Katrina, mais sans Katrina, disait Barbara. Dans ces ruines, nous voulions rencontrer ceux qui faisaient pousser l'espoir d'un autre monde possible. Greg était une des figures de l'agriculture urbaine. Il squattait alors quelques parcelles abandonnées à la lisière du centre-ville à côté de chez lui. Il y a 3 ans, il a acheté la maison mitoyenne. Nous ne voulons pas être les victimes de la gentrification. Nous voulons ne pas dépendre uniquement de notre ferme. Nous voulons pouvoir gagner aussi de l'argent en faisant un Airbnb, tout en vendant de la salade et en déblayant la neige pendant l'hiver. La ville ne veut pas vendre de parcelles dans ce quartier parce qu'ils veulent le développer. Ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile pour nous de l'acheter. Mais ça signifie aussi que c'est plus facile pour nous d'aller au marché, de trouver des clients pour nos produits. Il y a du bon et du mauvais. Les banques ont littéralement nettoyé tous ces quartiers. On peut se demander pourquoi ils ont fait ça. Si le but n'était pas justement de faire partir tous ces Noirs qui vivaient dans cette ville depuis des années et faire de la place pour la gentrification. Ma femme, Olivia, dit que les Blancs viennent réclamer leur terre ancestrale. Parce que les Blancs qui vivaient ici avant étaient partis dans les banlieues et que maintenant, beaucoup veulent revenir. Il y a des choses qui ne changent pas. Ils vendent toujours de la drogue ici. Dans cette maison délabrée. De l'héroïne. Et il faut toujours 30 minutes à la police pour intervenir. L'État du Michigan est une sorte de région test pour les conservateurs. Quand ils ont commencé à discuter de la faillite de la ville, ils ont décidé d'en faire supporter le coût aux fonctionnaires municipaux, aux profs. On leur a coupé leur retraite. Il s'est passé ici ce qui s'est passé en Grèce avec l'austérité. Les gens au pouvoir et les banques, eux, ne voulaient rien sacrifier. Ils ont préféré dépouiller la classe moyenne. Détroit est le symbole des batailles perdues des classes ouvrières et des classes moyennes. En 2010, nous avions également filmé, en nous éloignant encore plus du centre, dans un lycée. La Catherine Ferguson Academy était connue dans le pays entier pour accueillir des jeunes mères et leurs enfants. Et elle proposait une pédagogie centrée sur le travail de la terre. Nous y avions rencontré Rich qui enseignait l'apiculture.
Depuis, Rich et sa femme Joanne ont déplacé les ruches à une centaine de mètres afin que leurs abeilles continuent à se nourrir dans le jardin de l'école. Car l'expérience de la Catherine Ferguson Academy n'a pas survécu aux coupes budgétaires dans le secteur de l'éducation. Quelques années après votre venue, ils ont fermé l'école. Ils l'ont transformée en école sous contrat et la plupart des professeurs qui étaient syndiqués sont partis parce que sinon ils perdaient leur retraite. Cette école avait un des meilleurs taux de réussite. Presque 50% des élèves rentraient à l'université, au moins pendant 1 an ou 2. Mais l'administration de l'éducation a décidé que c'était trop cher, que ces enfants ne valaient pas ça. Le symbole de Détroit aujourd'hui, c'est l'avidité. Il y a des gens qui ont besoin de services publics, d'un système éducatif fort, de transports en commun pour aller au travail, de boulot, de nourriture. Mais tout ce que je vois, c'est des individus qui peuvent acheter pour une bouchée de pain de grandes superficies de terre, qui construisent des immeubles, des gratte-ciels, et rien de tout cela n'a le moindre impact dans les autres quartiers. L'année même où la ville était placée sous tutelle par l'État, ils ont donné 100 millions de dollars à la famille Ilitch pour construire le stade de hockey. Pourquoi une telle déconnexion? Ce n'est pas juste. Asinat Andrews était la proviseure du lycée. Aujourd'hui retraitée, cette habitante de toujours de Détroit déplore la mise à bas du système public d'éducation qui creuse les inégalités. 50% des jeunes filles qui tombent enceintes avant l'âge de 18 ans aux États-Unis quittent l'école. Avant, elles avaient l'option de venir dans notre école, mais elles ne le peuvent plus. Quand tu as 16 ans et que tu as un enfant, ton développement reste bloqué à l'âge de 16 ans. Et la conséquence, c'est que tu resteras pauvre toute ta vie. Et si tu es pauvre, tu ne seras pas en bonne santé et tu mourras. Selon le président, le taux de chômage est de 5%. C'est le plus bas jamais connu, mais dans les communautés noires et hispaniques, c'est 22%. Et c'est encore plus pour les jeunes hommes noirs. Quand vous dites « Détroit est de retour », c'est le retour de certains. Mais pour les autres, c'est « reste où tu es », voire pire, un retour en arrière. Plus on s'écarte de downtown, plus la ville apparaît comme elle est vraiment. Une ville pauvre et très majoritairement noire. Plus de 80% de la population est afro-américaine. Mark Covington a créé une ferme pédagogique dans un quartier déshérité de l'est de la ville. La fuite des Blancs vers les banlieues riches, commencée dès les années 50, s'est accélérée après la grande révolte des Noirs contre les inégalités et les violences policières en 1967. La ville a perdu la moitié de sa population en 50 ans. Mais malgré la crise, l'autre moitié a tenu bon et a pris soin de Détroit. Quand j'étais petit, il y avait déjà des parcelles vides, la ville ne venait déjà plus s'en occuper, y couper l'herbe, et c'était les derniers habitants qui vivaient là qui le faisaient. Et c'est ce que je continue à faire maintenant, j'ai pris quelques parcelles, j'en prends soin. Ce n'est pas parce qu'on vit dans un quartier pauvre que ça veut dire qu'on doit vivre comme des pauvres. J'ai l'habitude de dire que nous n'avons aucun soutien de la ville, mais techniquement, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils savent que nous sommes là. Ils ne nous empêchent pas de faire des choses que nous ne sommes pas supposés faire, comme avoir des animaux, des abeilles. Mais nous aimerions, par exemple, qu'ils détruisent les maisons en ruine, et ça ne se passe pas comme ça devrait. Maintenant, nous pouvons acheter des terrains, ce qui n'était pas possible il y a 2 ans. Donc ça ouvre quelques possibilités, mais je reste sceptique. Ok, ils nous permettent d'acheter des parcelles, mais quel est le vrai projet? Est-ce qu'ils ne vont pas nous les reprendre plus tard?
Il y a 8 ans, les militants du Réseau pour la sécurité alimentaire de la communauté noire nous avaient expliqué que pour eux, cultiver la terre dans les ruines de la ville, ce n'était pas une question de mode, mais une arme dans leur combat pour les droits des Afro-Américains. Nous sommes encore plus pour la souveraineté, contre le capitalisme et la suprématie blanche que nous ne l'étions quand vous êtes venus. C'est toujours la même lutte, ce n'est qu'un nouveau cycle du capitalisme. Il n'y a pas de renaissance pour la majorité des habitants de Détroit. 40% des gens ici vivent dans la pauvreté. La question, c'est toujours qui a le pouvoir et l'accès aux ressources. Et là, rien n'a changé. Les Blancs avaient quitté la ville, mais ils y possédaient encore beaucoup de choses. Les gens de Détroit ont vraiment besoin de transports en commun. Nous n'en avons pas. Mais des dizaines de millions de dollars ont été dépensés dans un tramway long de 5 km. Il va plus lentement que les voitures, et même que les vélos. Et donc de l'argent public et de l'argent privé sont venus pour créer cette ligne, qu'ils appellent la ligne Q, mais que nous appelons la ligne P. P comme pourquoi. Pourquoi avoir fait ça? Les élus de la ville disent que ça va ruisseler, ce type de théorie économique. Que si on permet à des milliardaires de construire un stade, la richesse va ruisseler sur nous autres. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Parce que ces gens ne payent aucun impôt, sur rien, jamais. La richesse de Détroit, c'est son mélange. Et la renaissance de la ville, c'est grâce à la culture noire. Les Noirs ont une influence significative pour faire de Détroit ce qu'elle est. Même dans l'industrie automobile, c'était les Noirs qui faisaient tout le travail dans les usines. Maintenant, les Blancs reviennent. C'est comme une fuite à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vivaient en banlieue et qu'ils reviennent dans la ville. Et c'est une façon de voler la richesse qui a été créée par les gens de couleur qui sont ici depuis des générations. Ils cherchent à nous écraser, mais on va toujours résister. Nous n'allons pas nous rendre et leur dire « Allez-y, prenez tout !» Parce que ça voudrait dire que nous abandonnons nos vies à des gens qui ont l'intention de nous tuer. Il y a quelques décennies, grâce aux emplois bien payés dans les usines, les Noirs de Détroit accédaient à la classe moyenne. Ils achetaient des maisons, consommaient, et l'avenue Livernois était bordée de boutiques en tout genre, de la mode à l'automobile. Avocat en transactions immobilières, Chase Cantrell a travaillé 10 ans dans un gros cabinet de downtown. Désormais, il aide des gens comme Juan à trouver les financements pour créer de nouvelles activités dans les quartiers excentrés. Qu'imagines-tu dans cet espace? Avec cette lumière, j'imaginais un café sympa, avec une terrasse en été. Il y a plein de possibilités. Je pense que c'est possible de trouver des investisseurs qui pourraient vouloir développer quelque chose ici. Ce quartier a besoin de cafés, de restaurants, de commerces. Oui, et ça pourrait revenir. Ce que je veux, c'est faire de cet endroit l'encre du quartier, comme Downtown l'est pour toute la région. Il y a des promoteurs noirs aux États-Unis qui ont les capacités et les connaissances pour mettre sur pied des projets de grande ampleur. Mais les banques répugnent à prêter aux promoteurs noirs, sauf s'il y a un blanc impliqué dans le projet, donc ils n'ont pas les mêmes financements. Et c'est malheureux de ne pas être dans un système où le travail parle pour lui-même. Si on laisse le marché faire, la plupart des résidents noirs seront exclus, ils ne pourront pas monter de projets de développement comme ceux dont je parle. Avec ce qui se passe à Midtown et Downtown, et avec le contraste que ça crée avec le reste de la ville, il y a un sentiment de colère qui apparaît. Ce décalage de richesse pousse à l'action, et ça, c'est une grande aide. Les gens de Détroit comprennent le pouvoir qu'ils ont,
Et si nous parvenons à soutenir financièrement ces initiatives, nous pourrions créer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs aux États-Unis. Parce que nous avons touché le fond, parce qu'il y a beaucoup de parcelles et de bâtiments disponibles, il y a un énorme potentiel et les gens en ont pris conscience. À l'est de la ville, à quelques centaines de mètres d'une ancienne usine automobile en ruine, nous avons revu Paul. Paul était professeur à la Catherine Ferguson Academy, qu'il a dû quitter quand elle a été privatisée. Désormais retraité, Paul s'occupe de son quartier. Il y habite depuis 30 ans, il a sauvé plusieurs maisons de la ruine et les a revendues à des amis. Farnworth est désormais comme un village en pleine ville. C'est une communauté solide. On fait attention les uns aux autres. On s'entraide. Et ça change le visage de ce quartier. Ce quartier, c'est ce à quoi Détroit pourrait ressembler. C'est ce à quoi Détroit a ressemblé dans le passé. Et ça a toujours été une communauté avec beaucoup de diversité. À l'origine, c'était un quartier polonais. Maintenant, c'est très mélangé, avec aussi une influence de gens plus jeunes arrivés récemment en ville. Je suis blanc. Mes 2 fils sont blancs, mais ils sont tous les 2 mariés à des femmes noires. Mes petits-enfants sont métis. Et j'ai beaucoup d'amis dans le même cas. Tu ne peux pas empêcher les gens de tomber amoureux. Et les enfants, quand ils sont à l'école primaire, ils se foutent de savoir qui est blanc, noir. Et je pense que les générations qui s'installent maintenant, ils ont entendu ce que disaient leurs parents. Les stéréotypes, le racisme. Au début, ils étaient un peu effrayés. Mais ils voient que les gens s'amusent dans les parcs, la musique, les arts. Et ils se disent « Ah, mais en fait, Détroit, c'est vraiment cool. » Mais la grande question maintenant, c'est quand ces gens vont avoir des enfants. Quand leurs enfants auront 5 ans, où vont-ils aller à l'école? Aucun parent ne veut envoyer ses enfants dans ces écoles publiques avec tous ces enfants noirs. Ils construisent des stades, ils construisent des restaurants, mais il n'y a aucune discussion sur qu'est-ce qu'on fait avec les écoles, alors que ça devrait être la priorité. Ce bâtiment, je l'ai acheté à une vieille dame il y a 20 ans. On y fait des fêtes, des concerts, des réunions entre voisins. On essaye de l'améliorer peu à peu. Ces fenêtres, on les a recyclées, on les a trouvées dans une usine qu'ils démolissaient, alors on les a mises là. Et ça a changé la façon dont le quartier nous regarde. Quand il y a de la lumière, les gens peuvent voir à l'intérieur. Ici, il y a une mentalité liée aux émeutes. Après les émeutes, les gens se sont barricadés. Ils ont mis des barreaux aux fenêtres. Et moi, je suis contre ça. Je pense qu'il faut au contraire ouvrir, travailler avec les gens, les connaître. Là, on est dans un boom, mais nous étions en faillite il y a quelques années. Ça peut continuer à monter, mais ça peut aussi à nouveau s'effondrer. Et en cas de chute, ici, nous n'avons pas ces filets de sécurité que donne le socialisme, en termes d'allocations pour les chômeurs, de sécurité sociale. Alors quand ça arrive, c'est la panique. On est en crise. Les maisons sont saisies, détruites. Ce qu'il nous faut, c'est un mélange avec de nouvelles idées. Parce que là, ce ne sont que des vieilles idées. Tu peux faire croire qu'une voiture est neuve, mais si tu ne changes pas le moteur, ça fera pas une meilleure voiture. Tu n'auras fait que lui donner un coup de peinture, mais ça restera une vieille voiture. Un jeudi soir, dans le quartier de Greg. Il livre ses salades au Pink Flamingo. Barbara et Bob sont venus aussi dîner dans ce restaurant éphémère et clandestin. L'utopie d'un Détroit plus solidaire n'a pas totalement disparu. Bienvenue et merci d'être là. C'est important de créer une communauté de gens qui s'aident. Il y a de la souffrance dans le monde, je n'ai pas besoin de vous le dire. Si je disais que je viens manger ici à mes frères, à mes sœurs ou à d'autres amis, ils me diraient « Quoi? Où ça ?»
Mais oui, ici, il y a de la très bonne nourriture produite juste à côté. C'est vraiment super. Je vis pour des moments comme ça. Et il y a d'autres endroits comme celui-là. On doit se parler entre nous. On doit arrêter de s'accuser les uns les autres des problèmes de la ville. Parce que ce n'est pas nous le problème, c'est eux le problème de la ville. Mais c'est un dilemme. Tous les services publics que tu es en droit d'attendre, la police, les pompiers, le ramassage des ordures, l'éclairage public, exigent que les villes aient de l'argent pour payer les employés. Et ce n'était plus le cas. Alors s'il faut laisser Downtown faire ce qu'ils veulent, mais que ça permet de faire rentrer des impôts, les élus pourront utiliser cet argent pour aider ces quartiers. C'est peut-être le prix à payer. C'est une expérimentation. On doit continuer d'essayer, c'est tout ce qu'on peut faire. Je suis une optimiste. Tout ce qu'on fait, c'est pour des moments comme celui-là. C'est ça, Détroit. C'est mon Détroit. Détroit nous échappe. Elle n'est jamais tout à fait ce que nous voulons y voir, car elle contient tous les avenirs possibles. Tout peut y arriver, le pire comme le meilleur. C'est un laboratoire, un terrain de jeu pour les riches qui y spéculent sur un nouvel élan du capitalisme et un terrain de lutte pour d'autres qui y inventent de nouvelles résistances. Mais ce n'est pas un modèle, c'est juste Détroit, USA. Nous nous garderons donc de conclure sur ce qu'elle va devenir, mais nous y reviendrons.